Bonjour et bienvenue à nouveau sur Ou donc invitez-vous, le podcast qui décloisonne l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, le paysage et tout ce qui relève de l'aménagement du territoire, des territoires. Alors, ce nouvel épisode, qui s'intitule L'anthropologue, le pape et le président, fait suite et prolonge le précédent, la mémoire au présent, dont le propos ont paru à certains un peu farfelus, déplacés, voire iconoclastes, ou plus simplement, comme entendu très récemment, trop intello. Bon, je peux le comprendre. Mais je tiens à préciser qu'ils ne sont pas tout droit sortis de mon imagination. Il m'a donc semblé utile de citer mes sources, au moins quelques-unes parmi les plus politiques, je veux dire par là, en rapport à l'organisation de la société. Bien entendu, Françoise Chauvet, citée à plusieurs reprises, m'a fortement inspiré, mais d'autres personnalités m'ont également permis de mesurer les enjeux d'aujourd'hui au regard du constat d'une situation actuelle quelque peu, disons, sclérosée. Pour mémoire, le général de Gaulle avait ouvert la porte en annonçant placer la culture au sommet de sa politique, disait-il. Il évoquait en 1965, dès 1965, dans son discours pour l'inauguration de la Maison de la Culture de Bourges, la culture qui domine tout, condition sine qua non de notre civilisation. Il légitimait ainsi l'action de son nouveau ministère des Affaires culturelles, créé en 1959 au plus haut niveau de la hiérarchie ministérielle. Ministère qu'il a confié à André Malraux en qualité de ministre d'État. Quelques années plus tard, le président François Mitterrand fait considérablement évoluer le rôle de l'État en matière culturelle. En 1981, il double le budget du ministère en charge de la culture. Et cette même année, Jacques Lang, qui, rappelons-le, fut 12 ans son ministre de la Culture, affirmait « Culture et économie, même combat ». Pour lui, l'idéal aurait été, a-t-il dit, la dissolution du ministère de la Culture dans l'action des autres ministères, car le champ culturel, pour François Mitterrand comme pour Jacques Lang, appartenait à la totalité du champ politique. À la totalité du champ politique. Alors, pour approfondir le sujet, j'ai choisi 3 citations de 3 éminentes personnalités qui m'ont marqué et qui n'ont a priori que peu de choses en commun, si ce n'est un même souci d'humanité. L'anthropologue, le pape et le président. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à les écouter et à les méditer. La première est de l'anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss, la seconde du pape François, et la troisième de Jacques Chirac en qualité de président de la République française en 2002 au sommet mondial du développement durable. Alors, pour commencer, la première citation est extraite de l'ouvrage De près et de loin de Claude Lévi-Strauss et Didier Ribon. C'est à lire et c'est aux éditions Odile Jacob. Elle est suivie d'un extrait de Race et Culture, conférence prononcée par Claude Lévi-Strauss à l'invitation de l'UNESCO le 22 mars 1971. Vous la trouverez intégralement sur Internet. Alors, qu'est-ce que nous dit Claude Lévi-Strauss ? Il nous rappelle la définition de la culture suivant celle d'Edward Burnett Taylor, qui date de 1871, que, dit-il, je peux citer tant elle est pour nous essentielle. Cette définition est, ouvrez les guillemets, la culture, ce tout complexe comprenant à la fois les sciences, les croyances, les arts, la morale, les lois, les coutumes et les autres facultés et habitudes acquises par l'homme dans l'état social, c'est-à-dire en tant que membre de la société. Pour Lévi-Strauss, la nature se caractérise par son universalité alors que le propre de la culture est d'être particulière. Les particularismes de chaque culture, je cite, crée des valeurs esthétiques et spirituelles qui donnent son prix à la vie. Crée des valeurs esthétiques et spirituelles qui donnent son prix à la vie. Je reviendrai après ces 3 citations sur Claude Lévi-Strauss et développerai cette idée dans la seconde partie de l'épisode. La seconde citation est extraite de la lettre encyclique Laudato Si du pape François sur la sauvegarde de la maison commune. Elle date du 24 mai 2015 et la partie que je vais vous citer est extraite du paragraphe 143. Il y a, dit-il, avec le patrimoine naturel, un patrimoine historique, artistique et culturel également menacé. Il fait partie de l'identité commune d'un lieu et il est une base pour construire une ville habitable.
Il ne s'agit pas de détruire ni de créer de nouvelles villes soi-disant plus écologiques, où il ne fait pas toujours bon vivre. Il faut prendre en compte l'histoire, la culture et l'architecture d'un lieu, en maintenant son identité originale. Voilà pourquoi, et ça c'est très important, voilà pourquoi l'écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l'humanité au sens le plus large du terme. D'une manière plus directe, elle exige qu'on fasse attention aux cultures locales lorsqu'on analyse les questions en rapport avec l'environnement, en faisant dialoguer le langage scientifique et technique avec le langage populaire. C'est la culture non seulement dans le sens de monument du passé, mais surtout dans son sens vivant, dynamique et participatif, qui ne peut pas être exclu lorsque l'on repense la relation de l'être humain avec l'environnement. Enfin, terminons par le sommet mondial du développement durable, à Johannesburg, en 2002. Vous vous souvenez ? C'est là, à ce sommet, que le président Jacques Chirac a prononcé en ouverture de son discours cette phrase culte « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Voici un extrait de la déclaration sur l'importance de la diversité des cultures et sur la proposition française de Convention mondiale sur la diversité culturelle que le président Jacques Chirac a faite en conclusion de la table ronde à laquelle il participait. C'était le 3 septembre 2002 et cette table ronde était intitulée « Biodiversité, diversité culturelle et éthique ». Je cite. « Malgré les immenses promesses dont elle est riche, la mondialisation menace la diversité. Telle qu'elle se développe aujourd'hui, elle s'appuie notamment sur les progrès fulgurants. » Arrêtons-nous quelques secondes sur fulgurant. Il évoque donc bien la vitesse excessive et non le progrès en soi. Donc les progrès fulgurants des technologies virtuelles qui altèrent les liens avec la réalité sensible. Elle est fondée sur la consommation de masse. La logique qui la porte pousse à la standardisation des produits, des normes et des langues. Fondée sur le commerce, elle tend à tout réduire à une marchandise. Prenons garde qu'elle ne devienne pas une force sans frein. Sans frein. Ignorant les valeurs et sans autre finalité qu'elle-même. Oui, une force sans frein. Je jubile et vous renvoie à l'épisode précédent de ce podcast, épisode intitulé « La mémoire au présent ». Alors l'intervention de Jacques Chirac se termine par ces mots. « Grâce à vous, l'éthique et la recherche des valeurs auront une place essentielle dans notre discussion. Grâce à vous, le cœur et l'écoute ne feront pas défaut à notre sommet. Grâce à vous, la culture s'imposera peu à peu comme le 4e pilier du développement durable, aux côtés de l'économie, de l'environnement et de la politique sociale. » On en est loin. Moins de 2 ans plus tard, en mai 2004, l'Agenda 21 pour la culture, approuvé par des villes et des gouvernements locaux du monde entier, présente le développement durable sous forme de 4 piliers, plaçant la culture sur le même plan que les 3 points habituels, l'environnement, l'inclusion sociale et l'économie. Et puis enfin, l'année suivante, le 20 octobre 2005, la Conférence générale de l'UNESCO adopte la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dont le principe avait été proposé par Jacques Chirac. Cette convention rappelle que la diversité culturelle doit être intégrée en tant qu'élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement ainsi que dans la coopération internationale pour le développement durable. Pour résumer, la mondialisation et la libéralisation du commerce entraînent d'importants changements dans les cultures, notamment des changements d'ordre sociologique et anthropologique. Mais de tels changements ne doivent pas pour autant être tous condamnés, parce qu'ils influent sur les cultures en question. Prétendre le contraire signifierait qu'on fige les notions de culture et d'identité culturelle, ce qui serait dangereux, car pourrait servir d'instrument de contrôle politique. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Comme ce sera développé dans la seconde partie de cet épisode intitulé « Une synthèse originale », pour survivre, toute culture doit s'adapter à une variété importante de changements internes et externes. C'est ainsi que l'expression culturelle joue un rôle particulièrement important. Le problème n'est pas dans le changement, mais dans la vitesse du changement. Dans cette logique, revenons donc, comme annoncé précédemment, sur la première de ces 3 citations.
Vous vous souvenez, celle de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Revenons-y à travers des extraits du texte d'une communication que j'ai faite au séminaire de recherche franco-américaine, organisé conjointement par l'École de Chaillot et le Richard Morris Hunt Prize. Donc elle a été faite le 29 mai 2015 à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. J'avais intitulé cette communication « Une synthèse originale », reprenant ainsi les mots de Claude Lévi-Strauss. Voici un extrait du texte de cette communication. Il m'apparaît intéressant de relire Claude Lévi-Strauss aujourd'hui au regard de l'actualité sanglante de ces derniers mois, actualité marquée par de nombreux attentats à caractère terroriste. Que nous dit Claude Lévi-Strauss ? Ses propos sont simples et lumineux. Chaque culture se développe grâce à ses échanges avec d'autres cultures. C'est la différence des cultures qui rend leur rencontre féconde. Claude Lévi-Strauss constate simplement que chacun a besoin de l'autre pour se construire et se développer, tout comme chaque individu a besoin de l'autre pour se construire et se développer durablement, dirait-on aujourd'hui. Un individu seul, sans personne avec qui communiquer, se frotter, se confronter, ne peut pas vivre. Un être humain ne peut pas se développer, évoluer, sans le regard de l'autre. Un enfant isolé, sans personne autour de lui, ne grandit pas et ne se développe pas. De la même façon, toute collectivité unie par sa culture a besoin de l'autre pour s'affirmer ou tout simplement exister. Or, ce qui se comprend bien concernant les individus les uns par rapport aux autres a du mal à être admis au niveau des collectivités les unes par rapport aux autres. Mais pourquoi ? Probablement à cause des guerres, des querelles, des conflits et des massacres qui ont marqué et marquent encore dramatiquement notre histoire. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2011 aux USA et du 11 janvier 2015 en France et de nombreux autres événements du même ordre de par le monde, les propos de Claude Lévi-Strauss apparaissent aujourd'hui comme des évidences à rappeler. Continuer de les nier nous interdirait de poser le problème des identités et donc d'envisager toute hypothèse de solution. Il est d'autant plus difficile de résoudre des problèmes qui ne sont pas clairement posés. Mais là, je m'éloigne de notre sujet. Revenons plus précisément sur les propos de Claude Lévi-Strauss. En premier lieu, il souligne que l'échange n'implique pas l'uniformisation. Il affirme en insistant qu'il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de civilisation mondiale. Je cite, « monoculturel ne veut rien dire parce qu'il n'y a jamais eu de société qui soit telle. » Les particularismes de chaque culture ont, je cite, « créé des valeurs esthétiques et spirituelles qui donnent son prix à la vie. » Mais quelles sont ces valeurs qui donnent son prix à la vie ? Pour qu'il puisse y avoir un échange entre sociétés voisines, il faut qu'elles soient distinctes et identifiables, qu'elles conservent une certaine forme de permanence. Ce sont ces permanences qui constituent le champ de leur patrimoine. Le rôle des patrimoines est ici capital, car il incarne des savoir-faire, des environnements, des pensées, des modes de vie, qui constituent des fonctions ressources nécessaires à activer pour que le développement soit durable, ou plutôt soutenable, de l'anglais sustainable, qui vient lui-même du français soutenable. Soutenable, c'est-à-dire qui peut se supporter sans durée. Ouvrez le dictionnaire, c'est la définition. Mais attention, Claude Lévi-Strauss précise que si les particularismes de chaque culture créent des valeurs esthétiques et spirituelles qui donnent son prix à la vie, il apparaît dangereux de considérer les identités comme des systèmes figés et clos que nous recueillons précieusement dans les bibliothèques et dans les musées parce que nous nous sentons de moins en moins certains d'être capables d'en produire d'aussi évidentes. Notre tradition muséologique et conservatrice peut donc s'avérer ici relativement réductrice. À ce stade, pour éviter de possibles dérives sectaires, il est important de rapprocher cette citation de celle où Claude Lévi-Strauss évoque le brassage indispensable occasionnant les mutations des cultures. Il dit « Toutes les cultures résultent de brassages, d'emprunts, de mélanges qui n'ont cessé de se produire, bien que sur des rythmes différents depuis l'origine du temps. Toutes pluriculturelles par leur mode de formation, les sociétés ont élaboré chacune au cours des siècles une synthèse originale. » En aparté, plus récemment,
en 2012. Boris Cyrulnik nous dit exactement la même chose dans son ouvrage « Sauve-toi, la vie t'appelle ». Une vraie rencontre provoque une influence réciproque, deux mondes intimes interagissent et chacun modifie l'autre. Parmi les synthèses les plus remarquables, Claude Lévi-Strauss cite deux pays particulièrement concernés, comme deux exemples signifiants, deux cultures emblématiques, les USA et la France. Il n'y a pas, dit-il, de pays qui soit plus le produit d'un mélange que les États-Unis. Et pourtant, une American Way of Life existe, à quoi tous les habitants du pays sont attachés, quelle que soit leur origine ethnique. Et il continue. Sur la France, je vous répondrai qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, son système de valeurs représentait pour l'Europe et au-delà un pôle d'attraction indéniable. Il explique par la suite, pour faire court, que ça n'a pas très bien tourné, mais qu'il y a quand même un fort potentiel. Bon, désolé, je n'ai pas le temps de citer tout le chapitre, mais vous engage à le lire intégralement. Voilà. Une première version de ce texte a été publiée sous le titre « Identité culturelle et développement soutenable » par le Richard Morrison Prize. Vous pouvez la lire intégralement sur leur site. Merci encore pour ce séminaire passionnant à la directrice de l'école de Chaillot, Mireille Gruber, à la présidente de Richard Morrison Prize, Michel Lemenestrel-Ulrich, ainsi qu'à la directrice Florence Jean-Jean et toutes leurs équipes. À bientôt donc pour la suite. Donc la suite, ce sera un nouvel épisode du podcast « Où donc habitez-vous ?», un épisode court mais dense. Il commencera par un coup de gueule sur notre incapacité à lancer sereinement un débat sur l'aménagement du territoire. Il développera une note de 1998 intitulée « À l'écoute des habitants », rédigée pour un groupe de travail interministériel sur le sujet. Une note à la rédaction de laquelle Françoise Choët m'avait fait le grand honneur de participer. Merci, à bientôt.